Ils sont en train de se congratuler, ce qui veut dire que vous partagez le grand moment de solitude du journaliste. Globalement, oui, ça a été pas mal. Alors, Jacques Hidarn, vice-président de la communauté urbaine de Lyon, Philippe Rapneau, président de la communauté urbaine d'Arras, et Joachim Pueyo, président de la communauté urbaine d'Alençon. Alors, vous avez écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui s'est dit. On a évoqué la loi nouvelle, ces contours qu'il reste parfois à dessiner. On a évoqué les problèmes économiques. On avait évoqué hier aussi les questions de coopération avec les autres, les voisins, les communautés urbaines voisines, les territoires voisins. Monsieur Rapneau, comment ça se gère chez vous, ce genre de coopération? Écoutez, déjà, ça se gère dans la nécessité. Partenariat est aujourd'hui pour nous, plus qu'une nécessité, c'est une obligation. Et j'aurais volontiers cédé mon temps de parole d'ailleurs à Jean-Claude Boulard pour qu'il puisse parler davantage finance. Je pense que c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Et donc, dans ce cadre financier, bien évidemment, il nous faut travailler encore plus étroitement avec nos partenaires. Alors, ces partenaires, ils sont, bien évidemment, il y a l'État, mais bon, je ne vais pas y revenir sur les dotations. Et puis, on a deux gros partenaires, je dirais, extérieurs. C'est le Conseil général et le Conseil régional. Le Conseil régional qui s'organise, je dirais, d'une manière efficace parce que cette idée qui a été de confier la gestion des fonds européens aux régions est une bonne idée, je le dis, et ça permettra, je pense, d'avancer plus vite et mieux dans l'utilisation de ces fonds européens qui sont parfois d'ailleurs pas suffisamment utilisés, et combien de fois les préfets de région nous appellent en disant il me reste des fonds, est-ce que vous n'avez pas une opération à caser? Et donc là je pense que cette organisation est meilleure, ça le sera à mon sens beaucoup plus efficace, surtout qu'en région Nord-Pas-de-Calais, elle devrait s'organiser sur ce qu'on va appeler la métropole lilloise, qui est un fait, et les pôles métropolitains qui sont en constitution. Michel Delbar en a créé un sur la côte d'Opale, et nous sommes ensuite sur le Hainaut-Cambrésis, et pour ce qui me concerne, sur ce qu'on appellera l'arc minier, qui est donc l'Artois-Douaisis, ce quatrième pôle métropolitain. En gros, cette région qui fait 4 millions d'habitants va se retrouver avec 4 secteurs d'1 million d'habitants, et je pense qu'on va gagner en efficacité, en fonctionnement sur ces fonds européens. Et donc dire que ces pôles métropolitains aussi, dans lesquels nous sommes en train de nous engager, sont une nécessité. On parlait tout à l'heure de métropole, on parlait tout à l'heure aussi de transfert de compétences. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous avons bien compris sur notre territoire, même, et je reprends ce qui était dit par Louis tout à l'heure sur Nice, les deux communes communistes qui veulent rentrer dans la métropole, eh bien, moi, je vais vous dire, je préside la communauté urbaine d'Arras, qui est finalement, même si elle a un statut de communauté urbaine, la plus petite agglomération de ce pôle métropolitain. Et en plus, la couleur politique qui m'entoure n'est pas du tout la mienne. Eh bien, moi, je vous dis, je suis volontaire avec l'ensemble de mon territoire pour intégrer ce pôle métropolitain, parce que c'est une nécessité pour nous, pour pouvoir avancer sur des grosses problématiques qui sont notamment l'enseignement supérieur, la recherche, qui sont notamment les problématiques de l'eau, du développement économique avec le tourisme. On a le Louvre-Lens, etc. Enfin, je ne vais pas monopoliser la parole là-dessus, mais dire que c'est important. Et aussi parce qu'on s'est engagé, la région Nord-Pas-de-Calais, dans une démarche assez particulière, singulière, qui est de préparer notre troisième révolution industrielle. La première a été celle du développement formidable pour nous. On a alimenté la France entière. Et cette deuxième révolution industrielle ensuite a été, je dirais, avec des conséquences catastrophiques et qui nous met dans une situation où notre région est peut-être une des, finalement, les plus touchées par le chômage, avec les plus grosses difficultés. Et donc, nous avons de manière volontaire, à la fois la région, les deux départements et les principales agglos, décidé de nous lancer dans cette démarche avec un grand économiste américain qui s'appelle Jeremy Rifkin, dont on dit qu'il est le haut-parleur parce qu'il parle à l'oreille des grands. Eh bien, nous avons engagé cette démarche et il nous faudra nous aider dans la constitution de cette troisième révolution industrielle que nous voulons mettre ensemble, tous ensemble, et d'ailleurs, je le dis encore une fois, quelles que soient les sensibilités politiques, c'est partagé sur l'ensemble du territoire, mais je profite de la présence de Madame le ministre pour lui dire, Madame, nous aurons besoin d'une chose toute simple, c'est de nous laisser le droit à l'expérimentation. Nous ne ferons pas comme d'autres, ce n'est pas notre mentalité, nous ne mettrons pas des bonnets rouges et nous n'irons pas casser pour demander ce droit, mais nous avons besoin de ce droit à l'expérimentation pour pouvoir avancer et entamer cette troisième révolution industrielle. Et puis, et j'en terminerai là,
pour faire vite, et Françoise Rossignol qui est dans la salle, vice-présidente du Conseil général du Pas-de-Calais, m'en voudra pas, c'est aussi le travail que nous menons avec la contractualisation avec les départements, qui aujourd'hui a bien saisi, je dirais, la nécessité de ces partenariats, de cette contractualisation sous deux formes, avec les contrats ruraux et les contrats qui sont plus urbains. Et nous avançons, je dirais, de manière efficace. Mais ça veut dire aussi, et franchement je terminerai là, parce que j'ai entendu parler de compétences, et je suis d'accord avec Jean-Claude quand il dit attention, attention dans ton transfert de compétences. Moi je dis, je l'ai dit à mes collègues lors de la préparation du budget, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, nous devrons nous poser des questions, et je n'exclus pas qu'à un moment, nous soyons obligés de revenir à travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire à renvoyer certaines compétences qui sont aujourd'hui des compétences optionnelles, voire facultatives, et dont on peut se poser la question du réel intérêt sur le territoire. Elles ont été prises, ces compétences, à un moment où on avait des moyens, on ne les a plus aujourd'hui, donc il faut se poser la question de leur utilité, mais aussi peut-être, si le cadre législatif nous le permet, eh bien d'aller sur ce que j'appellerais des compétences à la carte. Il y a des compétences communes qui intéressent plutôt le fait urbain, et j'ai une communauté urbaine qui est finalement très rurale, où là j'ai des compétences qui peuvent intéresser davantage les communes rurales. Donc il faut qu'on nous laisse un peu ce droit à l'expérimentation pour qu'on puisse sur nos territoires s'organiser comme on le souhaite, en tout cas avec la recherche de la meilleure efficacité. Vous allez finalement dans le sens d'Éric Delzant quand il dit que les politiques publiques ne se construisent pas collectivité locale contre collectivité locale, mais au contraire avec un travail collectif qui est mené. Du côté de Lyon, la problématique était différente. Et elle est différente. La coopération a pris des tours particuliers. On en a déjà parlé, mais qu'est-ce que vous voulez nous livrer comme réflexion à ce sujet ? Bien sûr, et je le fais avec plaisir en l'absence de Gérard Collomb, qui l'aurait sans doute dit mieux que moi, mais qui suis heureux d'être ici pour dire notre fierté à Lyon de marcher d'un pas, j'espère, allant pour aller plus loin dans l'organisation territoriale de notre pays, qui a plein de défauts, et depuis que nous entendons des critiques sur l'émiettement, sur l'éparpillement dans les prises de décision, nous pensons qu'il y a un moment où il faut substituer au partenariat la fusion. Ça facilite, ça fait moins de coordination. Ce qui ne veut pas dire que nous avons résisté sur le partenariat, bien au contraire. Nous avons développé le concept de pôle métropolitain avant la loi de 2010, en faisant qu'avec les agglomérations de Saint-Étienne, Vienne et Bourgoin, nous élaborions des partenariats qui permettent de développer toute une série de services qui sont attendus par les habitants, bien sûr les problématiques de déplacement, de mobilité, mais aussi de développement économique et de bien d'autres choses. Par exemple, nous évoquions ce matin l'activité culturelle, de permettre des actions culturelles sur des territoires qui sont déjà significatifs au niveau de l'agglomération lyonnaise, de la métropole lyonnaise, mais qu'ils sont encore plus quand on sait agir ensemble. Donc des partenariats, bien sûr, nous y sommes favorables, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà. Et donc aujourd'hui, disons ça va bien, on n'est pas dans le lamentation ou la réclamation, simplement dans la demande d'autonomie et de droit d'aller plus loin. Et la fusion du département et de la communauté urbaine sur le territoire du Grand Lyon nous paraît riche de promesses, riche de difficultés aussi. On n'est pas, aucun d'entre nous n'est naïf, on sait très bien que les fusions de personnel, que les fusions de services, tout cela fait un certain avec des missions qui sont assez différentes pour certaines. Aide à la personne pour le département, ou plus dans les services urbains et dans l'organisation du territoire, mais tellement complémentaires. Permettre à l'extérieur d'avoir un seul interlocuteur, un seul responsable qui identifie un territoire, simplifier les procédures, coordonner les choses, y compris, parce que ça nous obligera, à coordonner avec les communes. Aujourd'hui, l'articulation communauté urbaine et commune, globalement, peut aller. Nous avons organisé dans notre territoire les conférences territoriales de maires qui sont reprises pour que le côté bureaucratique soit le plus atténué possible. On n'est pas au bout de cette question de comment bien travailler, mais quand on peut organiser cela avec les services du département, avec les CCAS, quand on peut revaloriser des projets territoriaux sur des fractions de notre territoire,
c'est riche de promesses, de dynamisme, de réconciliation, je l'espère, de la démocratie de base, des habitants qui doivent pouvoir s'y retrouver avec des institutions du deuxième degré. Donc est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'on dit que ce modèle lyonnais n'est pas immédiatement duplicable? Bon, j'en sais rien, chacun voit bien à midi à son clocher. On ne cherche pas à être exemplaire pour tous, ni à donner des leçons à personne. On constate simplement aujourd'hui qu'il y a des dysfonctionnements et qu'il y a des coûts inutiles. Je ne dis pas qu'on fera une économie tout de suite, parce qu'il faut harmoniser les services, mais quand même, chacun voit bien que la décision politique n'est pas prise de façon opportune. Vous savez, hier, y compris dans cette belle ville de Marseille, je visitais avec plaisir quelque chose qui est super, c'est la friche de Belle de Mai. Mais je regardais sur la crèche, il y avait une pancarte qui indiquait les financements. Pour financer une crèche, il y a 6 financeurs. De la Caisse d'allocation familiale à la ville, à la métropole, à l'Europe, etc. Vous trouvez que c'est raisonnable? Moi, non. Donc je pense qu'il faut simplifier les choses et il faut aller d'un bon pas. Et pour réussir ce bon pas, il y a quand même une condition, c'est que l'État soit neutre, accompagne éventuellement s'il le veut, mais ne mette pas des bâtons dans les roues. Or, je trouve qu'il y a des bâtons dans les roues. Il y a des bâtons dans les roues quand on modifie les règles fiscales d'une année sur l'autre, il n'y a pas de continuité. Quand tout à coup on modifie des régimes minimums de CFE sans étude d'impact correcte et qu'on n'en sait pas les conséquences, ça ne va pas. Que quand on prévoit de faire un budget de l'année prochaine avec 0,2% dans un premier temps, on est capable d'assumer parce qu'on sait les déficits de la France et qu'il faut y prendre notre part et qu'on dise qu'il faille diminuer les dotations, ok, d'accord, mais quand même, quand après on vous dit, vous savez, dans la péréquation, il faut aller plus loin, alors que les calculs sont faux, puisqu'on calcule non pas un potentiel fiscal, mais qu'on calcule à partir de produits, donc on dit solidarité, évidemment, on est capable de payer. Encore faudrait-il que ce soit fait comme il faut. Or, ça ne l'est pas. Et on augmente pour autant des fonds de péréquation. Qu'on cotise, ça va. Quand on vous dit au dernier moment que la CVAE, c'est ça, alors qu'on n'y comprend rien. Quand la transparence n'existe pas en matière fiscale, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de continuité dans les décisions de l'État sur ces modes de financement. Il y a des choses à faire, Madame la Ministre. Et donc, nous, on dit simplement, faisons, allons-y, on est favorable, mais quand même, laissez-nous une continuité dans les décisions, bouleversez pas les systèmes fiscaux d'une année sur l'autre, assurez de la continuité, dites-nous sur le long terme jusqu'où on peut aller, faire des contrats, peut-être qu'il faut modifier, on a modifié la Constitution il y a quelques années, avec un principe assez général d'introduction de péréquation et de solidarité. On pourra aller quand même plus loin. Nos pays voisins, puisqu'on cite en permanence l'Allemagne, ne sont pas dans la fluctuation constante des relations entre les collectivités et l'État. Donc inscrivons dans la Constitution une façon durable d'être en relation avec les collectivités. Puisqu'il va y avoir une grande, c'est en tout cas ce qu'a annoncé le Premier ministre, réflexion sur notre système fiscal. Moi je crois qu'il faut que nous y prenions notre place et qu'on puisse dire à la fois dans le champ de la fiscalité, mais aussi ensuite des dotations, ce que peuvent être les relations avec l'État, d'ensuite la fiscalité. Vous savez, cette question, par exemple, de la liaison des taux est tellement absurde sur tellement d'aspects. Quand on va fusionner avec un département et qu'on nous dit « mais vous serez toujours tenu par la liaison des taux, par des décisions prises par les communes ». Mais on marche sur la tête, Madame la Ministre. Et donc qu'on puisse adapter un certain nombre de choses qui sont parfois techniques, qui sont parfois plus lointaines et plus fondamentales. Mais il faut redéfinir ce que sont les impôts locaux. Chacun sait l'inéquité des taxes d'habitation et des autres impôts locaux. Ce n'est pas possible de laisser les choses aller en cet état. On est en train de faire des révisions sur les valeurs locatives de la CFE. Dans quelles conditions de moyens matériels? Ça ne va pas. Donc révision avec ceux qui savent ces choses-là, révisons la fiscalité locale. Révisons la façon dont on verse les dotations. Trouvez-vous normal qu'on ne mette pas en cause, qu'on crée un FPIC pour faire de la péréquation? C'est justifié. Mais qu'on n'analyse pas la DGF. Quel est celui dans la salle qui est capable d'expliquer, de justifier et de comprendre ce qu'est la DGF? C'est un amas de fonctionnements différents avec des compensations, des exonérations et autres. Or, l'analyse des universitaires est que la DGF pourrait avoir un effet péréquateur, mais c'est parce qu'on n'a pas le courage de s'attaquer aux problèmes de fond et globalement qu'on crée un truc de plus, le FPIC. Et ensuite, on dit mais
Eh oui, j'en ai assez dit. Je vous sens parti avec un enthousiasme contagieux. Merci. Qui traduit des revendications déterminées. Madame le ministre, je vous vois noircir une feuille. La séquence qui suit vous donnera l'occasion d'exprimer tout ce que vous avez noté, j'imagine. Mais, Monsieur Darn, je vous ai coupé parce que on doit aller du côté d'Alençon. Je comprends bien, je le sais bien. Hein monsieur, mais ne me regardez pas comme ça. Je ne suis pas le... Alors, Monsieur Boulard veut parler de chiffres. Et Olivier, la prochaine fois, je pense qu'il faudra faire plus pour les chiffres. Moi, je suis resté dans mon créneau, mais j'aurais bien voulu aussi parler de ces choses-là, parce que j'ai bien des choses à dire dans ce domaine. Je n'y suis pour rien. Mais non, vous n'y êtes pour rien. Olivier, Alençon, la problématique ou le mot-clé, c'est cohésion sociale, m'avez-vous dit, c'est ça? Allez-y. Interpellez, monsieur. Oui, Joachim Pueyo, président d'une communauté urbaine qui se trouve être la plus petite, mais quand même très intégrée, et pour laquelle la question de la cohésion sociale reste importante. Elle est confrontée, elle aussi, à des difficultés financières non négligeables. Alors, comment on assure la quadrature du cercle? Écoutez, je ne vais pas revenir sur ce que viennent de dire les collègues, mais c'est vrai que l'effet cumulé de la baisse de la CVE, sans compter la réforme de la CFE, sans compter effectivement le repli des dotations de l'État, additionné avec les dépenses qui sont indispensables pour renforcer la cohésion sociale, va nous poser des grosses difficultés, y compris sur des territoires comme les nôtres. Alençon, c'est une petite communauté urbaine avec une ville-centre et nombreuses communes. Nous sommes à 36 communes, aussi important en nombre de communes que la métropole de Toulouse, mais avec effectivement beaucoup moins d'habitants et avec beaucoup moins de finances. Alors, je crois, Madame la Ministre, puisque on est là pour vous donner des messages, le Premier ministre vient de dire qu'il y aura une grande réforme fiscale. J'espère qu'on sera associé à cette réforme fiscale, parce qu'on joue un rôle important dans le territoire, dans le domaine des investissements, dans le domaine du fonctionnement des grands équipements, équipements sociaux, équipements culturels, équipements économiques. Et si on ne peut pas faire de la prospective sur 5-6 ans, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés à répondre aux besoins de nos concitoyens. Et effectivement, avec ces réformes, avec ces dotations qui se modifient d'une année à l'autre, ce n'est pas évident de prévoir le lendemain et de prévoir le devenir. Et je crois que c'est ça qui nous manque actuellement. C'est vrai que moi, pour bâtir le budget de la communauté urbaine d'Alençon, je l'ai quasiment fait, avec beaucoup de difficultés, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir proposer à mes collègues le budget 2015, parce que 2014 sera une année particulièrement difficile. Pour revenir à donc je voulais dire ce point-là, parce que je rejoins ce que vient de dire Jean-Claude Boulard. C'est vrai que c'est essentiel ce qu'il vient de nous dire, ainsi que mon collègue Jackie Darn pour le Grand Lyon. Concernant la cohésion sociale, c'est-à-dire dans un territoire, vous avez beaucoup de différences par rapport à l'accès aux services, par rapport aux problèmes de l'habitat, au logement, au transport. Je vais vous donner quelques exemples. Souvent, quand on parle par exemple de centres sociaux, ce sont les villes qui ont cette compétence. Et au niveau de la communauté urbaine d'Alençon, on a été au-delà puisque les centres sociaux sont de la compétence de la communauté urbaine, ce qui est quand même assez rare, et je tenais à le souligner, c'est-à-dire que nous avons une solidarité financière entre la ville d'Alençon et les communes rurales, mais on va au-delà, nous avons également une solidarité territoriale, une solidarité sociale, à travers les centres sociaux. On vient d'ailleurs d'habiliter un centre social en milieu rural, par exemple. Bon. De même, sur les gens du voyage, puisque j'ai vu dans les nouvelles compétences, Madame la Ministre, puisque on demande aux communautés urbaines de reprendre cette compétence. Je rappelle d'ailleurs, c'est une compétence d'État avant tout. Et quand je vois le mal que nous avons pour obtenir des subventions, pour aménager des aires des gens du voyage, on parle beaucoup, c'est parfait, mais concrètement, eh bien, on a des réelles difficultés. Et pourtant, je ne vois pas pourquoi c'est lié à une ville ou à une autre ville, alors que dans le département de l'Orne, c'est uniquement les villes qui gèrent les aires des gens du voyage. Et moi, je souhaiterais que l'État renforce cette coopération
avec les communautés urbaines. Nous avons pris la décision, par exemple, de prendre un centre social de référence pour créer un centre social pour les gens du voyage. Mais on va même au-delà de ce que nous propose effectivement la future loi. Donc ça, c'est un exemple concret de cohésion sociale et de solidarité. Nous avons des populations qui sont en difficulté. Généralement, dans un premier temps, elles se concentrent dans les villes. Alençon, c'est 40% de logements sociaux. 40%. Bien. Eh bien, dans le cadre de notre SCOT, par exemple, on a voulu changer un petit peu la donne et être plus solidaire entre les communes et la ville. Donc, on demande aux communes, y compris rurales, de construire des logements sociaux. On a également beaucoup de fractures dans des territoires fragiles tels que le nôtre, par exemple au niveau des transports urbains qui sont de la compétence des communautés urbaines. On a lancé depuis le 1er janvier dernier des transports à la demande parce que nous avons des petites communes rurales dans lesquelles effectivement on ne peut pas organiser des lignes régulières, mais on a voulu également ne pas laisser tomber ces habitants qui ont des difficultés de transport pour mettre en place un service de transport à la demande et notamment pour les personnes à mobilité réduite parce que ce sont effectivement des personnes très fragiles qui quelquefois quittent les villes pour payer peut-être moins cher leur loyer et qui vont dans les petites communes rurales et qui sont complètement isolées. De même, on a été très loin dans la solidarité puisque nous avons également développé le portage des repas à domicile sur l'ensemble de la communauté urbaine et nous avons également habilité une maison de retraite et nous allons créer une maison de service. Alors ça, c'est la solidarité financière, territoriale, sociale au sein de la collectivité. Au niveau du département, puisque le département est quand même le pilote dans l'action sociale, la ville d'Alençon a signé une convention pour gérer, par exemple, le RMI et le RSA. Mais je me méfie toujours de transférer les compétences d'une collectivité à une autre parce que vous avez des collectivités qui veulent se décharger d'une compétence quand elle coûte cher et elle n'est pas forcément totalement bien compensée. Moi, je le vois au niveau de la prise en charge des personnes qui sont suivies dans le cadre du RMI, du RSA. On pourrait l'imaginer également une convention entre la communauté urbaine et le département sur cette problématique. De même, au niveau de la politique de la ville, nous avons également, et je suis attentif au projet de loi qui va donner aux communautés urbaines effectivement une compétence dans le cadre de la politique de la ville, dans le cadre de l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui nous concerne directement. Donc je regarderai de près comment ce texte sera définitivement adopté, parce que je crois également que la politique de la ville va jouer un rôle important dans les années à venir, y compris pour les communes rurales. Parce que un de mes collègues disait, ou le directeur de la DATAR disait, on est en train d'opposer les ruraux urbains, les communes entre elles. Ce n'est pas vrai. Je pense que quand on parle de cohésion territoriale, les habitants se sentent attachés à un bassin de vie. Parce que ce qui compte pour les habitants, c'est les services qu'ils vont trouver. L'emploi avant tout, donc il faut bien aménager des zones, il faut que le territoire soit attractif, les services publics, les services culturels, les services sociaux. Et donc les habitants disons, réfléchissent par rapport à ça et se sentent attachés à un territoire lorsque effectivement ces services sont de qualité. Donc on a beaucoup de travail à faire. Ce que je souhaiterais également, c'est y compris pour les petites communautés urbaines comme les nôtres, qu'on puisse, et ça c'est pas prévu, établir des contrats, parce qu'il y a la région, il y a le département, mais on a tendance quelquefois à nous oublier. Donc moi j'aimerais bien qu'on puisse établir des contrats avec les communautés urbaines et les régions, et notamment dans le cadre du FEDER, parce que là les FEDER ont été, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une très bonne chose que les régions puissent gérer le FEDER. Je sais que ça va être compliqué, je sais que ça va être simple, il y aura des orientations, mais j'aimerais bien également qu'on puisse qu'on puisse établir des contrats. Madame la ministre, je trouve qu'en France, il y a trop de choses. Par exemple, les pays. Qu'est-ce qu'on fait des pays? À un moment donné, on devait les supprimer. Maintenant, on nous dit qu'il faut les maintenir. Je veux dire qu'il y a plein de contradictions. Et deuxième observation que je voudrais faire, parce que je suis dans un département rural, nous avons plein de petites communes de 100, 150 habitants, 200 habitants. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les communes, mais il faut faire évoluer
le système des nouvelles communes. Je pense que l'ancien texte est insuffisant, il est trop compliqué, il est trop complexe. Donc moi je souhaiterais qu'il y ait un toilettage, parce que j'ai beaucoup de petites communes qui souhaitent effectivement refaire leurs contours, refaire des nouvelles communes, et y compris sur Alençon, je vais lancer une initiative, si les électeurs me font confiance au mois de mars prochain, pour retravailler sur des nouveaux territoires et une nouvelle commune beaucoup plus forte pour pouvoir répondre aux défis. Le défi, c'est l'emploi. Le défi, c'est les services. Le défi, c'est que les populations les plus vulnérables le soient de moins en moins dans les années à venir. Merci. Bien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté de vous livrer à cet exercice difficile de dire beaucoup de choses en peu de temps, et pardon de vous avoir parfois bousculé. Pour ce qui me concerne, ma mission s'achève. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir autorisé à participer à vos débats. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup d'enthousiasme. Je témoignerai en tant que modeste journaliste du dynamisme des communautés urbaines de France. Et je laisse la main à Olivier Landel pour la dernière séquence où, Madame le Ministre, vous l'avez compris, vous allez devoir répondre, tout Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, il est parti, Gaby. Oui. Bon. Écoutez, je vais demander à ce que, évidemment, en fait, moi, je vais laisser la main surtout à Michel Delbar, Eugène Caselli, Madame la Ministre, et puis on va demander Michel Destot, qui a bien voulu se joindre à nous, dans la grande famille de la France urbaine, André Rossineau, Gilles Retière, Vincent Feltès, qui doit être là, de bien vouloir nous rejoindre. Alors, comme ça a été dit dans la matinée, vous le savez, nos présidents, leurs représentants, ce matin, se sont mis d'accord sur une déclaration finale dans laquelle... j'ai oublié Jean-Claude Boulard, pardon. Oui. Et Jacques Bigot, excusez-moi. Si. Donc, se sont mis d'accord sur une déclaration finale. Je pense que ça va être l'objet essentiel, mais je pense que la majorité des questions ont déjà été posées à la ministre, qui j'ai vu prendre attentivement un certain nombre de notes et préparer sans doute un certain nombre de réponses. Bien. Madame la ministre, Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, je vous ai remis, madame, la déclaration finale des présidents de communautés urbaines et des métropoles. Je n'ai pas l'intention de revenir sur chacun des thèmes, parce que dans cette table dite ronde, nous sommes quelques-uns qui n'avons pas encore parlé. C'est vous dire le degré de frustration qui risque d'être le nôtre si nous devons rester dans cette situation. Je vais donc... Mais j'avais normalement notre ami Bigot qui devait être à la table. Notre ami Feltès, je ne l'ai pas vu. Mais notre ami Bigot n'a pas encore eu l'occasion, au nom de Strasbourg, de nous dire un mot. Je vais lui laisser la parole, sachant qu'il n'est pas obligé de parler de Strasbourg. Mais il peut aussi, il fait comme il l'entend, hein. Puis ensuite, nous entendrons Michel Destot, président de l'Association des maires des grandes villes de France, et je dirai quelques mots à Madame la Ministre, laquelle fera ce qu'elle voudra. C'est ça son degré de liberté. Absolument. Jacques, tu vas avoir la parole. Tu as vu ce qu'a été le débat, tu vois comment te positionner à l'intérieur de celui-ci. Je te cède volontiers la parole. Merci, cher Président. Merci, Michel. Madame la Ministre, peut-être je pourrais, cher Président de notre association, faire la synthèse entre les revendications de Jean-Claude Boulard et les débats que nous avons eus d'abord, pour dire que les finances sont fondamentales si nous voulons effectivement réussir ce que le gouvernement attend de nos compétences et du rôle que nous devons avoir sur les territoires. Si je prends
la situation de l'ensemble de nos communautés urbaines. Nous savons, et nous savons à la veille notamment de la discussion des contrats de plan État-région, que l'État, selon l'usage, attend de nos collectivités locales une participation à des politiques qui, en règle générale, sont d'ailleurs des politiques de sa compétence, sur des financements qui relèvent de sa compétence. J'ai pu intervenir tout à l'heure sur l'enseignement supérieur et la recherche. Nous savons que nos universités ne peuvent pas se développer sans le soutien des régions et des grandes agglomérations qui y participent considérablement. Si on voit au fur et à mesure nos recettes être amputées, nous ne parviendrons plus à répondre à tous ces enjeux et nous serons amenés à nous contenter de financer ce qui reste sur nos compétences, d'autant plus que dans des communautés urbaines hyper intégrées, la mienne en est une, nos communes attendent de plus en plus de la communauté urbaine. Et donc, je pense que le sujet des finances, et je rejoins Jean-Claude Boulard, est fondamental par rapport aux compétences que l'on doit exercer demain. Et j'attire l'attention, Madame le ministre, du gouvernement sur les conséquences de la manière dont a été faite la réforme de la taxe professionnelle, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes impactés sur la CVAE parce que les modes d'assiette, notamment pour les banques et les assurances, qui ne payaient pas la taxe professionnelle, font que 2 ans après la mise en œuvre, la capacité de trouver de l'optimisation fiscale fait qu'effectivement, nous manquons de ressources de manière extrêmement importante. Il s'avère que pour Strasbourg, nous avons le siège d'un grand groupe de banques et d'assurances, le Crédit Mutuel. Eh bien, on s'est rendu compte qu'ils viennent de trouver une optimisation fiscale qui nous fait perdre 30% de recettes. Comme cela va impacter aussi le département et la région, j'espère que l'unité alsacienne sera capable de se faire là-dessus. Mais je crois qu'il est urgent de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et c'est une des conséquences très directes de la réforme précipitée de la suppression de la taxe professionnelle. Voilà ce que je voulais dire, sans aller plus loin, Monsieur le Président. Merci à Jacques Bigot. Et je passe la parole à Vincent Feltès, qui nous a rejoint. Son appréciation de ce qu'il a entendu et de ces débats auxquels il souhaite participer. Bon. Bonjour à toutes et à tous et aux quelques-uns que je n'ai pas encore vus. Moi, mon appréciation est une appréciation un peu paradoxale, j'allais dire. Parce qu'à la fois, on a une loi de reconnaissance du fait urbain et du fait métropolitain, avec une différenciation entre les territoires, et je pense que ça correspond à la réalité nationale, donc c'est une avancée forte, et c'est quelque chose qu'on réclamait depuis des années. Et moi, je trouve que la France est un pays toujours assez paradoxal à l'égard du fait urbain, qui à la fois est très présent, mais n'est pas totalement assumé. Donc ça, c'est une chose très positive. Après, il reste un bémol, une volonté, une interrogation. Le bémol, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer sur les contraintes financières qui font que nous sommes quand même des machines à faire de la croissance et à intégrer nos territoires, donc il y a une petite remise en cause. Second point, je parle sous couvert de la ministre, que je salue, mais aussi du DATAR. Si nous, on a avancé au niveau des métropoles, il faut bien qu'on voit quelle est l'articulation entre les métropoles et les autres territoires, quoi. Parce qu'on voit bien qu'il y a un retour de la géographie ces dernières années, et d'une géographie plus mouvante. Et dernier point, qui est un peu, moi, mon espèce de cheval de bataille et de leitmotiv, c'est que cette émergence métropolitaine ne peut être qu'accompagnée d'une émergence démocratique. C'est pour ça que, à titre personnel, j'ai accueilli de manière très favorable l'amendement gouvernemental sur le scrutin universel direct à horizon 2020, les 50%, 50%, quoi, parce que je pense que ce n'est pas possible que nous gérions des budgets, moi, à titre personnel, de plus d'1,3 milliard, quoi, supérieur à la somme du budget de toutes les communes de la Cube, supérieur à la somme du budget de la région Aquitaine, et qu'à aucun moment, quand les électeurs et électrices mettent leur bulletin de vote dans l'urne, ils sachent que le pouvoir a été transféré. Et je trouve que l'amendement gouvernemental trouve justement un bon équilibre entre ce scrutin direct et la préservation de l'identité des communes, puisqu'il y aura aussi 50% issus des conseils municipaux.
Voilà. Merci à toi, Vincent. La parole, je la donne à Michel Desto, comme président de l'Association des maires des grandes villes de France. Bien, un grand merci, Michel, de m'avoir fait signe, de m'avoir associé à cette rencontre extrêmement importante qui vient à un moment stratégique. Le feu urbain, on en a beaucoup parlé ce matin. C'est pas simplement pour se faire plaisir, pour défendre nos précarés de nos différentes communautés urbaines. C'est parce que c'est une nécessité déjà nationale. Si on ne libère pas les territoires, on ne permet pas une véritable dynamique nouvelle pour le redressement économique, social, la transition écologique et énergétique de notre pays, on va dans le mur. L'État, aujourd'hui, n'a plus les moyens financiers, ça a été dit très longtemps, de faire autre chose que de tendre la main au territoire pour pouvoir agir ensemble. Toute réaction de type autoritaire conduirait, je crois, véritablement à la négation même de cet objectif du président de la République qui consiste à redresser sur un plan économique notre pays. Je veux redire ici que c'est dans les grands pôles urbains qu'il y a les taux de croissance les plus élevés qui concourent donc à faire que, bon an, mal an, on se retrouve au moins à un niveau de croissance un peu au-dessus de zéro dans notre pays, sinon on serait depuis très longtemps en dépression. Le deuxième point, c'est que c'est une nécessité absolue dans le cadre de la mondialisation. Le phénomène le plus important aujourd'hui, il est mondial, il est irréversible, c'est l'urbanisation. Il y a plus de 50% des êtres humains qui vivent dans les villes, ce sera 70% en 2050. Et que la mondialisation n'est pas une expérimentation, c'est une réalité. Et que de ce point de vue, nous devons répondre en termes d'efficacité et de lisibilité sur nos territoires et notamment sur les grands pôles urbains. Je me réjouis qu'à partir de 250 000 habitants, les agglomérations puissent devenir communautés urbaines. On va franchir une étape importante en matière d'organisation de notre architecture territoriale. Je me réjouis de la mise en place de ces nouvelles métropoles. Il faut que 3 conditions se confirment au bout du débat parlementaire. La première condition, c'est l'automaticité, comme ça a été fait pour la loi de 1966 pour les communautés urbaines, car il est très important qu'il y ait une action immédiate de ces nouvelles métropoles créées pour pouvoir donner cet élan justement en matière économique et qu'il ne soit pas question d'attendre des années de mise en place de ces nouvelles structures. La deuxième condition que vient de rappeler Vincent Feltès, c'est absolument indispensable, c'est celle du suffrage universel pour responsabiliser, pour démocratiser ces nouvelles structures. Ce sera dans le cadre de 2020 avec une loi qui pourra intervenir d'ici là pour en préciser les conditions. La troisième, et je le dis avec la même intensité, c'est la métropole parisienne. On ne peut pas monter dans notre pays les 11 plus 3 métropoles si on n'est pas capable de montrer l'exemple sur Paris. Il est évident qu'il nous faut sortir par le haut. Il faut qu'on trouve encore un compromis pour ce qui était engagé, du point de vue des dynamiques, à travers notamment les agglomérations, les vraies, pas les agglomérations d'opportunités de communes qui voulaient ramasser quelques subsides. Les agglomérations de la région parisienne avec Paris et les 3 départements de première couronne trouvent un équilibre, y compris on peut le trouver dans le temps pour permettre justement que les EPCI locales puissent ensuite mieux s'articuler avec la nouvelle EPCI qui sera la métropole parisienne. Il serait fou de terminer avec une guerre sur la région parisienne qui amènerait évidemment à une incompréhension totale dans notre dispositif général. Je veux terminer en disant qu'il faut qu'on se l'applique à nous-mêmes. Il faut que, point 1, on ait avec nos outils, je pense au SCOT, je pense au PDU, je pense au PLH, et je pense, j'espère demain, au PLU, qu'on ait quelque chose qui soit cohérent et qu'on arrive à évaluer tout ça dans le temps pour montrer qu'il y a une harmonisation
au niveau de nos projets sur nos territoires. Je souhaite, de la même façon que pour les pôles métropolitains qui ont été mis en place, il y ait véritablement aussi des étapes de construction avec des évaluations qui sont absolument nécessaires si on veut couvrir l'ensemble de notre territoire. Je termine pour dire que ça nous concerne aussi nous-mêmes. Nous avons, avec Michel Delbar et André Rossino, mis en place ce qui sera, je l'espère très bientôt, la fusion de la CUF et de la MGVF. C'est-à-dire la capacité de parler pour l'ensemble de ces pôles urbains, qu'il s'agisse des communautés urbaines, qu'il s'agisse des métropoles, qu'il s'agisse des pôles métropolitains, que nous puissions avoir une seule organisation et que cette organisation, avec l'AMF, qui doit, et je le dis avec la même intensité ici, se rapprocher de la DCF, car il y a évidemment les communes, il y a aussi les intercommunalités, et au moment où on termine la carte de l'intercommunalité, on ne comprendrait pas qu'il y ait là aussi des distinguos, il faut trouver l'articulation, et que nos rapports entre l'AMF, en tout cas je le dis, et la MGVF et la CUF, ont toujours été de grande qualité. J'avais souhaité qu'André Rossino puisse faire le lien, il est devenu vice-président à la fois de l'AMF et de la MGVF. Nous avons d'excellents rapports et c'est extrêmement important pour que nous puissions, j'allais dire face, mais ce n'est pas face, c'est avec l'État, avoir les qualités d'échange qu'il nous faudra. On ne pourrait pas monter ce haut Conseil des territoires si nous sommes éclatés, divisés en de multiples associations. Il me semble très important qu'à côté des régions, des départements, le bloc communal puisse s'affirmer, qu'on fasse valoir évidemment l'identité de nos grands pôles urbains, mais qu'on puisse le faire, je crois, dans la lisibilité, dans l'efficacité. C'est ce que réclame aujourd'hui le redressement de notre pays et la mondialisation auquel nous devons donner une réponse. Voilà. Madame la ministre, messieurs les présidents, je suis président de l'association des présidents de communautés urbaines. Un vrai petit bonheur. Vous les avez entendus depuis tout à l'heure, dans la diversité de leur situation, mais dans la gestion aussi de leurs responsabilités, dans chacune de ce qu'on peut considérer comme étant les plus grandes agglomérations de notre pays. Nous sommes réunis à l'invitation d'Eugène Caselli et je dois dire que vous avez pu voir converger nos réflexions, converger notre manière d'aborder les choses. Mais vous le saviez déjà, Madame la Ministre. Il y a un an, dans le même contexte, on vous avait parlé des textes de loi dont nous espérions qu'ils répondraient à nos envies, à nos ambitions, à la prospective qu'on pouvait faire. Et je dois dire que cette année restera vraisemblablement, avec des éléments positifs, des éléments peut-être un peu plus difficiles, restera globalement une année positive. Les textes de loi sont sortis, ou quasiment sortis pour l'essentiel d'entre eux. Un certain nombre de points ont avancé, je voudrais en rappeler 3, que nous souhaitions il y a un an et qui maintenant sont en partie derrière nous. Je rappellerai la mission de Jean-Claude Boulard et d'Alain Lambert sur le normatif. N'oublions pas qu'il y a un an, on l'espérait. Elle a été menée, elle a été remise au Premier ministre, elle entre progressivement en phase de réalisation et on sait très bien que la marge de manœuvre est encore très grande et ce chantier est loin d'être abouti. Mais les choses ont démarré. Michel Destot vient de le rappeler. Nous avons mis sur l'établi le rapprochement entre la MGVF et notre association et je dois dire, avec le concours d'André Rossino, les choses progressent tranquillement. Et au lendemain des prochaines municipales, vraisemblablement, un Pacs d'une nouvelle nature apparaîtra dans le paysage des collectivités territoriales. Et puis, Madame la Ministre, je vous le dis parce que vous avez été l'une des premières à prêter une oreille attentive à notre souhait. L'Agence France Locale, cet outil du financement qu'on souhaitait voir apparaître, avec Jacques Pélissard, le président de l'AMF, vous l'avez entendu, vous l'avez soutenu, et au sein du gouvernement, les choses ont progressé. Oh, pas facilement. Vouloir présenter une idée aussi nouvelle
à un ministère comme celui de l'économie et des finances, il y avait comme de la subtilité dans l'air. Hein. Nous, on le souhaitait, eux n'en voulaient pas. C'est ce que j'appelle la subtilité des finances. Mais grâce à une conviction largement partagée, et vous en avez fait partie, nous avons pu effectivement porter sur les fonds baptismaux ce qui sera dans quelques mois une réalité. Bon, moi je regarde les choses qui bougent, je regarde les choses qui avancent. Tout n'est pas réglé. Mais cette année sera une année qui se révélera intéressante. Et Gilles Retière a eu l'occasion tout à l'heure d'exposer comment, à travers la loi, pour les métropoles, pour les communautés urbaines, les choses ont progressé. Oh, nous n'avons pas tout obtenu. L'automaticité, que certains nous contestent encore. Certains domaines de compétences qui chatouillent, d'autres responsabilités, vraisemblablement. Tout n'est pas parfait, mais il faut peu de choses pour que ces lois soient exactement conformes à ce que nous souhaitions. Cette année a permis des débats au Parlement qui nous ont fait progresser. Et on voit dans la réalité, j'en parlais répondant hier à Eugène Caselli pour la métropole de Marseille, qu'en définitive, maintenant, nous attendons d'un certain nombre de collectivités qu'elles assument la totalité de leurs responsabilités et qu'elles avancent. C'est formidable d'être président des communautés urbaines. Je n'ai plus rien à dire. Ils ont tous évoqué nos avancées, nos progrès, nos réalisations, et peut-être parfois encore quelques espérances. Nous, on a voulu les pôles métropolitains. André Rossineau, Jean-Claude Boulard et moi-même, ça fait pas mal de temps qu'on milite pour cet outil un peu curieux. C'est pas une métropole, c'est plus une communauté urbaine, c'est plus que cela. C'est un pôle métropolitain, mais pour ce qui me concerne, ça permet de faire converger 800 000 habitants sur le littoral de la Côte d'Opale à travers une organisation qui réunit Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Omer et toutes les intercommunalités rurales du secteur. On n'est pas encore allé déjeuner avec le Premier ministre du Luxembourg, mais je dois avouer que là où on est, j'en vois pas l'utilité immédiate. Voilà, chacun s'organise. Non, mais c'est très intéressant. Quand vous constatez, vous ne pouvez pas venir peut-être à toutes les assemblées générales, mais assemblée générale après assemblée générale, les choses s'organisent, les choses progressent. Et vous avez vu depuis le début de cette matinée, Madame la Ministre, c'est formidable. Des présidents de communautés urbaines, au bout d'un moment, ça fait de l'auto-allumage. Ils sont chacun allés dans leur trip. Chacun. Et beaucoup ont parlé de l'avenir. Ils n'ont pas reparlé des textes qu'on attend, puisqu'on les a. Ils ont parlé de l'avenir, de ce qu'ils veulent faire, de la manière dont ils veulent entraîner le mouvement dans ce pays, parce qu'il faudra bien que le gouvernement s'aperçoive, mais il le fait déjà, que le destin de ce pays passera à travers le destin de la France urbaine. Ça ne veut pas dire que le reste est laissé de côté, puisque l'entraînement et le développement du reste se fera à partir de l'entraînement et du développement de la France urbaine. Nous avons le sentiment d'être porteurs, effectivement, d'un mouvement qui dépasse strictement nos circonscriptions pour rejoindre les combats des régions et pour emmener une évolution du territoire. Laurent Davzy, dans un article récent que notre secrétaire général a mis dans notre pressbook pour cette rencontre, dit bien, il appelle métropole, moi je dirais grandes agglomérations, car nos métropoles sont également le moteur des solidarités entre les territoires. Leur mettre un turbo, c'est préserver ces solidarités. J'y crois fortement. Nous sommes seuls et ceux qui organisons le développement économique dans nos territoires. Nous faisons vivre à travers nos investissements énormément de petites et moyennes entreprises. Nous assurons le développement territorial, mais pas seulement pour nous, pour tout un périmètre géographique qui va plus loin que nos limites seules. Il y avait une illustration d'Eugène Caselli sur Marseille, capitale européenne de la culture, où il montre que la mobilisation pour cet enjeu extraordinaire est allée au-delà du périmètre de la métropole que certains contestent encore ici, pour entraîner des collectivités qui ne seront pas
dans la métropole, mais qui, pour cet enjeu culturel, se sont estimés être concernés et se sont associés. Nous sommes dans ce trip-là. Nous faisons de l'auto-allumage, madame. Mais cet auto-allumage, c'est la condition du développement de notre pays. Il n'y a pas d'alternative. Il y a une volonté déterminée d'avancer dans ce sens pour réussir la France. Pas pour réussir chacun de nos petits secteurs, mais pour réussir la France. Et Michel Destot a raison de dire, cette réussite va rejaillir sur nos relations avec l'ensemble des grandes agglomérations de l'Union européenne, parce qu'elles attendent des agglomérations françaises qu'elles deviennent partenaires dans un effort de développement de l'ensemble de l'Union européenne. C'est cela que nous portons à partir des préoccupations. Alors, bien sûr, madame, il y a l'argent. Bien sûr. Croyez-vous que nous en manquions? Mais non. Mais non, madame. Mais c'est pas parce que nous ne manquons pas d'argent qu'il faut nous en piquer tout le temps. Je veux dire, je trouve que ce réflexe commun dans les services de l'État paraît de temps à autre être une quasi-automaticité. Quand quelqu'un réfléchit à un moyen ou de faire des économies, ou de faire de la péréquation, c'est chez nous qu'il vient chercher l'argent. Sans se rendre compte qu'au bout d'un moyen, ce que je disais sur notre détermination à assurer le développement va se trouver entravé par cette concurrence de ceux qui viennent piquer dans la caisse. Imagine-t-il qu'on le gère mal? Mais non, mais non. En plus de ça, nous le gérons pas si mal que ça. Et nous sommes même volontaires à faire de la péréquation. Vous savez, mais vous le savez aussi bien que moi, Madame la Ministre, les secteurs de notre pays où l'effort de péréquation est le plus important, c'est l'intérieur de nos communautés urbaines. C'est nous qui assurons, entre des communes plus grandes et des communes plus petites, un véritable effort de péréquation, un véritable effort de partage des investissements et un véritable effort collectif. Eh bien, cela va se faire rogner progressivement. Alors, on peut s'en sortir. Vous avez vu que Jean-Claude Boulard s'est laissé aller. Il vous a donné 2 ou 3 interstices dans lesquels on peut encore faire un effort pour aller dans le bon sens. Mais je globaliserai un peu la chose. Quand j'écoute le Premier ministre avoir le courage de dire qu'il faut, sur le plan de la fiscalité, revoir notre système de fond en comble, qu'il faut mettre à plat un certain nombre de choses. Alors je voudrais tout de suite dire, mettre à plat, ça ne veut pas dire dégonfler nos pneus qui nous permettent d'avancer, hein. Mais ça veut dire faire la transparence. Et ça a été demandé par plusieurs de ceux qui sont intervenus. Pour voir jusqu'où nous pouvons aller, il faut le faire en consultant, il l'a dit, les partenaires sociaux, mais il a dit aussi qu'il fallait le faire en consultant les organisations représentatives des collectivités territoriales. Et sur ce schéma, je crois qu'il apparaît important, sans continuer le coup par coup, de mettre à plat, au bon sens du terme, ce que sont les relations entre l'État et les collectivités territoriales sur le plan financier. Je crois qu'il faut beaucoup de courage pour attaquer un chantier comme celui-là. Ça demandera peut-être à revoir certaines dispositions qui ont été prises et dont les conséquences sont amplement négatives pour nos collectivités, mais ça me paraît être un chantier qu'il ne faut pas refuser. En tout cas, c'est un chantier auquel nous sommes tout prêts à participer au nom de la France urbaine, de façon à voir s'il n'y a pas d'autres moyens de faire pour assurer de la cohésion, mais aussi ne pas tuer la dynamique de cette France urbaine. Voilà ce que je voulais dire, Madame la Ministre, en vous remerciant encore très chaleureusement d'avoir bien voulu passer cette matinée avec vous. Merci. Vous n'avez pas un complément? Si, si. Non, après. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, et je veux saluer les amis qui sont aussi parlementaires et qui sont à plusieurs places ici. Je vous ai écouté ce matin avec une attention, vous l'avez relevé, monsieur, je crois, en disant que j'ai pris un certain nombre de notes,
effectivement ce qui correspond à vos attentes, à vos besoins. De tout ce que j'ai retenu quand même, c'est cette formidable volonté d'aller de l'avant, et ce qui vient d'être dit. Aller de l'avant, mais pas simplement pour vous, pas simplement pour les communautés urbaines ou pour les communautés d'agglo ou pour les métropoles, mais aller de l'avant d'abord et avant tout pour nos concitoyens. Parce que ce sont eux qui sont là au cœur de notre démarche et c'est pour eux que nous sommes là et que nous travaillons. Et que nous avons envie, et ça a été dit au cours de ce débat, de mettre en place, qui que soit l'acteur majeur ou l'acteur principal, de mettre en place des services qui répondront à leurs attentes et à leurs besoins. Et oui, je crois que c'est cela. Et cela, vous l'avez déjà fait, vous l'avez montré. L'expérience qui est la vôtre, elle n'est pas celle d'hier, de juste hier, ou elle n'est pas celle qui sera demain. Vous avez déjà une belle antériorité, déjà un beau savoir-faire, et je crois que vous l'avez très clairement montré ce matin. Vous avez utilisé le mot solidarité à plusieurs reprises. Je vais le transformer un peu en le reprenant à sa racine originelle. La solidarité, c'est d'abord être soudé. Et c'est parce que vous êtes soudés, parce que vous n'avez qu'un seul objectif, c'est quel que soit finalement vos compétences, les lieux où vous vous trouvez sur le territoire, que vous avez besoin de répondre à ce besoin et à cette attente de nos publics. Et comme notre ami Éric Delzan l'a dit, notre délégué, la France n'est pas un territoire unique, et c'est de sa diversité qu'est née sa richesse. Et c'est sa diversité qu'il nous faut prendre en compte. Et vous l'avez montré, là aussi, vous avez trouvé, les uns et les autres, des recettes qui peuvent être différentes et qui répondent selon l'endroit où vous vous trouvez à des situations différentes. Les textes de loi que nous avons portés, que nous sommes en train de porter, sur lesquels je voudrais maintenant revenir, ils sont le résultat, ils sont le fruit non pas simplement du travail gouvernemental. Certes, le gouvernement y a travaillé. Mais ce qui me paraît, pour ma part, pour avoir eu l'occasion de travailler dans d'autres circonstances, des projets de loi, ce qui me paraît être remarquable, c'est la façon dont nous avons voulu, depuis 1 an et demi, nous rapprocher les uns des autres, sans tenir compte de ces clivages qui étaient, et vous l'avez souligné, soit celui des communes, soit celui des grandes villes, des petites villes, des villes moyennes, mais avec, là encore, la même volonté, celle de construire quelque chose qui soit un ensemble cohérent. Et cet ensemble, à la différence de ce que nous avons connu au cours des décennies antérieures, cet ensemble n'est pas seulement l'ensemble des collectivités territoriales. Il est l'ensemble de l'action publique. Et c'est bien le titre premier de notre projet de loi que vous avez repris et qui, au cours des débats, a été amélioré. Notre projet de loi, c'est un projet de loi de modernisation de l'action publique, c'est-à-dire l'État et les collectivités territoriales, ensemble, côte à côte, cœur à cœur, pour reprendre des expressions que j'utilise assez souvent, et cœur à cœur avec un seul objectif, mettre en complémentarité des actions qui ne seront pas redondantes, qui ne seront pas concurrentes et qui auront pour seul objectif de répondre, encore une fois, à l'attente de nos citoyens. Et ça, nous l'avons fait. Nous l'avons fait pour la première fois depuis 30 ans et plus, j'allais dire, depuis la loi de 82, où enfin nous réunissons dans la même volonté l'action de l'État et l'action des collectivités territoriales. Et d'ailleurs, dans le texte qui va revenir à l'Assemblée nationale pour sa 2e lecture dans quelques jours, autour du 10 décembre prochain, eh bien, vous noterez que la première partie du texte, appelons-la gouvernance comme vous voulez, c'est d'abord la modernisation de l'action publique. C'est d'abord comment État et collectivités territoriales vont fonctionner ensemble, vont travailler ensemble à travers notamment ce Haut Conseil des territoires que vous avez évoqué, qui aujourd'hui
fait presque un consensus, en tout cas assez large, parce qu'il montre la nécessité justement d'avoir un lieu fédérateur entre l'État et les collectivités territoriales, où l'on pourra évoquer tous les problèmes, sans vouloir en exclure aucun, qui concernent autant les uns que les autres. Ce Haut Conseil des territoires, il va être mis en place sous l'égide du Premier ministre, qui va bien être garant de cette politique commune État-collectivité territoriale. Et puis le deuxième niveau, qui lui aussi montre bien cette volonté de moderniser l'action publique, c'est l'instauration au niveau régional des conférences territoriales de l'action publique. Je n'y reviendrai pas longuement, sauf à dire que c'est un lieu fédérateur, un lieu d'équilibre où les collectivités territoriales entre elles vont discuter à tous les niveaux de leur organisation, des compétences et de la façon dont elles veulent les assumer en responsabilité. Et c'est là que va se dessiner le chef de file. Je ne reviendrai pas davantage sur ces domaines-là, sauf à vouloir les préciser peut-être au cours de mon intervention. Je voudrais en venir effectivement à ce qui fait le cœur quand même de ce projet de loi, qui est l'affirmation du fait métropolitain, l'affirmation des métropoles. Et je crois que vous avez eu raison, pleinement raison, d'insister sur ce fait qui n'est pas un fait nouveau, parce qu'encore une fois, les métropoles naissantes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, elles ont donné le signal de cette vitalité qui est la leur, de cette capacité qui est la leur, d'assumer la vitalité, le dynamisme de notre territoire, pas simplement selon un périmètre. C'est effectivement pas le mot de périmètre qui importe, c'est le projet. Ce qui compte, c'est le projet qui est porté et qui peut très largement dépasser les périmètres, puisqu'aussi bien il va aller irriguer, irradier les territoires qui sont autour, à côté, y compris les territoires ruraux. L'expression, ou plutôt la distance que l'on voudrait mettre parfois entre territoires urbains et territoires ruraux, aujourd'hui, n'a plus de sens. Je crois que la France d'aujourd'hui, et j'aime bien souvent reprendre et reciter Fernand Braudel, qui avait clairement dessiné, il y a bien longtemps déjà, bien des années, l'identité de la France comme étant ce territoire qui mariait si harmonieusement les territoires urbains et les territoires ruraux. Nos métropoles. Vous me permettez de parler à l'intérieur de ces métropoles, des 3 métropoles particulières qui ont été représentées ici, et en tout cas que vous avez évoquées. La métropole lyonnaise, qui va avoir un statut propre, particulier. La seule métropole qui va être élevée au rang d'une collectivité territoriale de plein exercice, avec sa spécificité, sa particularité, qui consiste effectivement à avoir marié au niveau métropolitain les compétences des communautés urbaines, de la communauté urbaine et du département. La géographie physique du département du Rhône, la qualité des relations entre les hommes, on ne peut pas le nier, a fait que depuis plusieurs années, la métropole lyonnaise est née doucement pour arriver à cette belle conjonction où l'on va pouvoir marier sur le territoire métropolitain ses compétences à la fois de la communauté urbaine, élargies à des compétences en matière de cohésion sociale, de solidarité sociale. Métropole lyonnaise, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de difficultés dans le projet de loi que nous portons, des aménagements encore un peu au plan financier, la métropole lyonnaise est de fait installée. La métropole marseillaise est une autre affaire. Et avant-hier, au Congrès des maires, ou hier matin, au Congrès des maires, on a entendu quelques mouvements de mauvaise humeur, quelques difficultés qui ont été relevées. Certains reprochant finalement au gouvernement
de ne pas faire ce qu'il affirme être le principe du libre choix des collectivités. Laisser aux collectivités locales toujours le choix d'avancer, de décider. Or là, c'est vrai, et c'est une décision qui a été prise au plus haut niveau par le gouvernement de décider la création de la métropole marseillaise sous forme d'un établissement public de coopération intercommunale. On est donc dans un groupement parce qu'il fallait bien, à un moment donné, apporter cette cohérence, cette force à un ensemble urbain qui s'inscrit délibérément dans une politique qui le dépasse beaucoup plus, une politique méditerranéenne, une politique européenne. Et quant à Paris, messieurs les présidents, je voudrais vous rassurer, Paris est sur la bonne voie. Je dois dire que hier encore, nous étions en train de travailler sur des amendements pour parfaire la construction de la métropole parisienne. Je veux dire, les grands principes sont arrêtés. La métropole de Paris, c'est Paris limité aux 3 départements de la petite couronne parisienne, avec l'impossibilité qui va être donnée de laisser cette métropole faire tache d'huile et s'agrandir inconsidérément de façon à laisser à la région Île-de-France toute sa place et complètement sa place. Premier point, les limites de son projet. Et puis, au-delà, c'est sa construction juridique. Aujourd'hui, Paris, les 3 départements de la Petite Couronne qui avaient été écartés des dispositions de la loi de 2010 et donc qui ne s'étaient pas construits encore en établissement public de coopération intercommunale, la carte n'était pas achevée, va l'être. Ces établissements publics remontent tous, tout est fusionné au niveau de la métropole, et la métropole parisienne devient, comme la métropole marseillaise, un établissement public de coopération intercommunale. Il nous faut maintenant trouver les justes aménagements, mais sur lesquels, je crois, nous allons aller, et nous voulons aller, vers un accord entre les différentes parties prenantes. Les 3 métropoles qui sont un peu particulières, devraient donc être construits dans ce cadre-là. Restent les métropoles que vous avez beaucoup évoquées, les métropoles de droit commun. Je veux saluer celle qui a donné l'exemple, la métropole niçoise, qui a montré qu'à partir d'un texte qui n'était pas pleinement abouti, que nous avons repris, et je crois que Louis Nègre veut bien volontiers, monsieur le sénateur, l'admettre, nous avons pu reconstruire ou construire des métropoles qui finalement vont s'enrichir de l'expérience niçoise. Des métropoles dont le champ de compétences va être élargi, des métropoles qui, demain, répondront, je crois, aux caractéristiques que vous souhaitiez de l'automaticité et du renforcement de la démocratie avec les modalités de scrutin qui seront envisagées pour 2020. Au-delà de ces métropoles, au-delà des relations qu'elles peuvent et qu'elles doivent d'ailleurs nouer avec les autres collectivités locales, vous l'avez très bien dit, il n'y a aucune raison de faire en sorte que telle métropole ne parle pas avec le département ou ne construise pas avec le département des politiques globales cohérentes. Au-delà de ces métropoles, vous pourriez vous interroger, et vous seriez en droit de vous interroger quand même, sur le reste du territoire. Je reprends souvent la carte de France et je me dis que la France, si j'y place les 3 métropoles que je viens d'évoquer, plus les autres, ça nous fait une carte grosso modo de 12, 13, 14, que sais-je, on verra en fonction du texte qui sera adopté par le Parlement, 12, 13 grandes étoiles avec des branches, mais entre les branches, il pourrait y avoir des territoires vides. Or, ces territoires, ils existent. Et nous avons des villes, petites, moyennes, qui, elles aussi, contribuent au dynamisme de la France et participent au redressement de notre pays. Et c'est pour cela que
le gouvernement a accepté et aujourd'hui aide à développer un autre concept, celui du pôle territorial de solidarité et d'équilibre. Pôle territorial d'équilibre et de solidarité. La dénomination va peut-être être un peu modifiée, mais ce qui est important, c'est l'idée qui en est. C'est l'idée qui est derrière elle. Et cette idée, elle rejoint celle que vous avez dite les uns et les autres, de ce projet qui se construit autour du SCOT, sans exclure les pays, avec la volonté que peut-être demain, ce pôle d'équilibre, et le mot équilibre est essentiel par rapport aux autres collectivités, que ce pôle d'équilibre fédère en quelque sorte pays, SCOT, dans le cadre d'un projet regroupé, cohérent, qui viendra en harmonie se caler vers les métropoles et là aussi ne pas vouloir les concurrencer. Et puis, vous avez évoqué certains, et je ne veux pas les oublier parce que c'est un des points qui a fait l'objet des débats au Congrès des maires, les communes nouvelles. Tout à l'heure, on évoquait l'absolue nécessité, peut-être, d'aller vers ces communes nouvelles. Alors oui, c'est vrai, la France, notre territoire, 36 700 communes, beaucoup, des petites communes. Et je crois que plus l'on va en marchant dans le temps, aujourd'hui, chacun a la conscience de cette nécessité de rapprocher des communes qui auront envie de travailler ensemble sur la base de projets fédérateurs. On va y parvenir et c'est vrai que l'engagement a été pris d'accompagner des amendements parlementaires pour faire que les communes nouvelles puissent plus facilement se construire. Reste un problème. Et je ne veux pas l'écarter, je ne veux pas le laisser de côté. Et vous l'avez dit les uns et les autres, c'est les problèmes financiers. Le problème financier, c'est certainement pas moi qui vais vous dire qu'il n'existe pas et en nier l'importance. Je voudrais quand même souligner que le gouvernement, en mesurant les difficultés dans lesquelles l'État et les collectivités territoriales se trouvent, a souhaité ouvrir un dialogue constructif. Et les mots qui sont derrière le label Pacte de confiance et de responsabilité, Pacte de responsabilité et de confiance, ne sont pas neutres. C'est vrai, le Premier ministre a conclu le 16 juillet dernier un pacte, donc un accord, conclu avec la majorité de nos partenaires, pas simplement les différentes associations, mais tous ceux qui, à un titre ou à un autre, sont concernés par les problèmes budgétaires, pour faire en sorte que, en responsabilité, les collectivités territoriales, qui, vous l'avez dit, Monsieur le Président, ne sont peut-être pas si pauvres que ça, mais qui ont besoin quand même qu'on veille à leur équilibre, mais que ces collectivités territoriales regardent les conditions dans lesquelles, en responsabilité, mais en confiance avec le gouvernement, on peut élaborer le financement de nos collectivités et leur apporter les recettes correspondant effectivement non seulement aux compétences obligatoires qui sont les leurs, mais à celles qu'elles ont déjà assumées en complémentarité avec l'État. Alors, j'ai bien entendu et j'ai lu quelques chiffres que vous avez donnés sur les efforts financiers demandés à nos collectivités territoriales, en particulier au bloc intercommunal, au bloc communal, avec la baisse globale de la dotation. Oui, c'est vrai, 1,5 milliard, c'est pas neutre en 2014. C'est pas neutre, même si, et pardonnez le même si, il représente pas tout à fait 0,7% des recettes réelles de fonctionnement de nos collectivités territoriales. C'est quand même pas neutre. Et tout l'objet de notre travail pour élaborer ce pacte a été de faire une répartition aussi juste que possible de l'effort demandé. Alors après, il y a à l'intérieur du bloc communal, là aussi, une répartition qu'il a fallu faire aussi juste que possible. J'ai bien entendu qu'au cours du débat à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi de finances,
Nous avons été mis en difficulté, vous nous avez alertés sur différents points. La CVAE, la CFE, vous nous avez dit la baisse des dotations, vous nous avez demandé comment on pouvait améliorer la péréquation. Autant de sujets sur lesquels nous avons essayé de travailler en amont avec vous, mais sur lesquels, au cours du débat, nous nous sommes engagés de travailler en aval, demain. Et ça, je veux le dire avec force, parce que M. Boulard en particulier, vous avez interpellé le gouvernement sur ce sujet. Oui, entre les deux temps, de la première lecture et du deuxième temps que nous aurons au mois de décembre, nous prendrons le temps de retravailler ensemble pour examiner et regarder, faire la comparaison entre les chiffres que vous avez et ceux qui sont les nôtres. Oui, nous travaillerons ensemble sur les pistes que vous avez proposées, les 3 pistes que j'ai relevées. Oui, nous allons travailler sur le potentiel fiscal et sur le potentiel financier. Nous en avons pris l'engagement. Et au-delà, le Premier ministre l'a dit, il nous faut reprendre, mettre à plat, dans les meilleures conditions possibles, tout le système de fiscalité de nos collectivités, la DGF. Mais on va le faire, mais reprendre la DGF pour dans 10 jours, évidemment, ça n'est pas crédible, ça n'est pas imaginable. C'est un travail de longue haleine que nous allons reprendre dès, j'allais dire, le mois de janvier. Nous nous y sommes engagés, Marie-Lise Lebranchu et moi-même, et ensemble, nous allons retravailler cette DGF. Ensemble, nous allons retravailler la péréquation, essayer de faire en sorte que l'ensemble de ces petits systèmes de péréquation qui s'ajoutent les uns aux autres. On me citait pour la région parisienne, je crois, l'autre jour, qu'il y avait 9 types de péréquations successifs. Essayer de faire en sorte que l'on ait un système global cohérent. Oui, nous allons reprendre aussi un dispositif qui est aujourd'hui vieux de 70 ans. Nous allons reprendre le travail sur la révision des bases locatives d'habitation. Un travail qui a commencé à être fait, qui a été fait pour les bases locatives professionnelles et qui aboutit. Les bases locatives d'habitation, nous allons le faire pour, en principe, le travail est lancé, mais il nous faudra du temps, c'est vrai, dans les 4-5 ans prochains. Et puis, je voudrais, au-delà des engagements forts que je prends et que je vous demande d'entendre comme étant une volonté forte de travailler avec vous pour arriver à trouver des solutions meilleures et dans les meilleurs délais aussi. À côté de ça, je voudrais rappeler, comme vous l'avez fait d'ailleurs, Monsieur le Président, des travaux que nous avons conduits ensemble et qui nous ont permis d'améliorer un certain nombre de dispositifs. La Caisse des dépôts et consignations, 20 milliards. 20 milliards pour lesquels nous avons ouvert les domaines d'intervention. 20 milliards pour lesquels nous avons assoupli les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent faire appel à ces fonds. Nous avons mis en place, mais vous étiez les acteurs principaux. Nous vous avons accompagnés dans la mise en place de l'Agence France locale le 22 octobre dernier. Nous avons travaillé beaucoup avec Bercy et nous y sommes parvenus à trouver des moyens termes concernant les conditions de facilitation des remboursements des emprunts toxiques pour les collectivités territoriales, toutes les collectivités, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, qui malheureusement avaient consenti des emprunts dans des conditions qui n'étaient pas convenables. Tout ce travail, nous l'avons fait, nous continuerons à le faire. Et je voudrais que, juste peut-être dans mes derniers mots, vous entendiez la volonté forte du gouvernement, au-delà peut-être de mots incantatoires, sa volonté forte de travailler avec vous, parce qu'il n'y a qu'avec vous que nous pourrons trouver des solutions pour notre pays, pour son redressement et pour nos citoyens. La parole est à Eugène Caselli. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Ces rencontres s'achèvent. Elles ont été fructueuses. Elles ont posé sans tabou les problématiques, y compris financières, auxquelles sont confrontées nos communautés urbaines et nos futures métropoles. À un moment, justement, où la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles est en train d'achever son parcours parlementaire.
Ces journées ont montré aussi, et surtout, notre volonté commune de faire encore avancer le fait urbain, en un temps où nous devons encore nous renforcer pour jouer, si j'ose dire, Madame la Ministre, en première division dans la compétition des territoires européens. Je tiens à remercier le gouvernement. Je tiens à remercier également aussi les sénateurs et les députés qui ont permis, et je le dis en tant que Marseillais, de faire du territoire autour de la ville de Marseille une grande métropole demain d'1 800 000 habitants, qui nous permettra véritablement de jouer un rôle majeur en Europe du Sud et en Méditerranée. Je voudrais également vous remercier, Madame la Ministre, d'avoir fait le déplacement à Marseille. Vous remercier aussi pour le contenu de votre discours. Comme je voudrais remercier le président de l'Association des communautés urbaines de France, bien sûr, Michel Delebarre, notre hôte l'an prochain à Dunkerque, puisque l'an prochain, ces journées auront lieu à Dunkerque et nous en sommes ravis, parce qu'on aurait préféré en période de carnaval, Michel, mais bon, le calendrier ne le permet pas. Mais nous serons très heureux en tout cas d'être avec toi à Dunkerque. Je crois aussi, sans risque de me tromper, dire que vous êtes les uns et les autres satisfaits de l'accueil qui a été fait à Marseille. Et satisfaits aussi des visites que vous avez pu faire dans notre ville et vous avez pu apprécier, je crois, à la fois sa métamorphose et vous avez vu qu'en cette année capitale, la ville de Marseille s'est parée de ses plus beaux atours. Vous avez pu en profiter et nous en sommes très heureux. Je voudrais également remercier Olivier Landel et l'ensemble des équipes d'organisation. On les reconnaît à leur foulard orange. On les a vus pendant 2 jours et ils ont fait véritablement un travail formidable et j'aimerais qu'on les applaudisse. Alors, rendez-vous l'année prochaine à Dunkerque. Revenez vite à Marseille comme visiteur ou comme touriste. Et merci à toutes et tous d'avoir été là pendant ces journées. Merci. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci, cher Président Caselli, cher Eugène, pour ton accueil, ta disponibilité, la tienne et celle de tes équipes. J'aurais aussi, avant d'en terminer, un mot de remerciement pour l'équipe permanente des communautés urbaines de France, Olivier Landel, Nathalie Marchand, Jean Desson, Philippe Angotti. Ils ont été au rendez-vous de la préparation et du déroulement de ces journées. Tous nos remerciements, merci à vous tous qui avez participé et surtout, retournez sains et saufs dans vos communautés urbaines, sinon on ne pourrait pas se revoir à Dunkerque l'an prochain, nous y perdrions beaucoup. Merci à vous.